Merci d'exister. Ne viens pas, a écrit mon père par message la veille de Noël. Pas d'explication, pas de salutation, juste 6 mots secs, comme un scellé final de rejet. J'étais assis par terre dans ma chambre, les jambes croisées, fixant l'écran, espérant que le message se transforme en quelque chose de plus aimable si je le regardais assez longtemps. Rien ne changea. Mes parents et ma sœur étaient là, célébrant les fêtes comme une famille heureuse et complète, tandis que moi, encore une fois, je me sentais exclu. Cela faisait 1 an et demi que je couvrais toutes les dépenses, le loyer, la nourriture, les factures. Ma sœur, Esther, avait perdu son emploi, ou c'est ce qu'elle disait. Pendant qu'elle tentait de remettre sa vie en ordre, je payais tout en silence, sans me plaindre, car après tout, c'est ça la famille, n'est-ce pas? Cette nuit-là, elle n'a pas dit grand-chose avant de partir dîner avec nos parents. Elle s'est enroulée dans son manteau, a remis en place une mèche de cheveux devant le miroir, puis s'est arrêtée à la porte. Au cas où ils demanderaient, a-t-elle dit, je leur ai dit que tu occupais l'appartement. Savais-tu que ton nom ne figure pas sur le bail? Ce n'était pas une blague, mais un fait. J'ai levé les yeux des assiettes que je lavais, mes mains restaient figées dans l'eau savonneuse. Tu leur as dit quoi? Elle a roulé des yeux. Détends-toi, ce n'est rien de grave, je voulais juste qu'ils sachent que tu ne vis pas ici gratis. C'est plus simple. Mais je paie le loyer, dis-je d'une voix faible mais ferme. Oui, bon, ils n'ont pas à le savoir. Elle est partie avant que je puisse répondre. Je n'ai pas écrit, je n'ai pas appelé, je n'ai pas essayé de me justifier. À la place, je me suis assis à la table de la cuisine, regardant les lumières bon marché que j'avais accrochées des semaines auparavant, me demandant combien d'années encore je supporterais cela, à payer pour des gens qui avaient déjà décidé que je n'étais pas des leurs. À minuit, j'ai pris une décision. Je me suis levé, j'ai ouvert le placard du couloir, j'ai sorti la boîte à outils et j'ai changé les serrures, sans hésitation, sans culpabilité. Quand je me suis couché, le piso semblait plus léger, tranquille, enfin à moi, peut-être pour la première fois. Le lendemain matin, autour de 8h17, j'ai entendu un bruit de clé forçant la serrure, un clic, un juron, un autre clic, rien. Puis des coups de poing, et enfin, le silence. Je n'ai pas ouvert la porte, mais je lui ai laissé un message, 2 boîtes joliment emballées avec du papier cadeau reposaient sur le paillasson. L'une était de taille moyenne, ornée d'un magnifique ruban, l'autre était plus petite et semblait encore bouger. Tout avait commencé par de petites choses, d'abord, les courses, puis le loyer, ensuite ces prêts étudiants qu'elle était censée rembourser bientôt. Et lorsqu'elle a été licenciée une nouvelle fois, je n'ai posé aucune question, j'ai juste agi, j'ai pris des quarts supplémentaires, vendu mon vieux portable, renoncé à mes voyages, à mes loisirs, même à sortir avec quelqu'un. Je m'étais convaincu que c'était temporaire, aider ma sœur à se maintenir à flot, c'était cela qu'un bon frère ferait. Mais le temporaire est devenu routine, la routine est devenue obligation, et l'obligation s'est traduite par silence. Pourquoi? Que dire à quelqu'un qui te laisse payer toutes ses factures, puis dit à tes parents que tu occupes son appartement? J'aurais dû m'en douter. Esther avait toujours eu un don pour les mots, capable de transformer les choses juste assez pour se faire passer pour la victime et moi pour le problème. Petite, elle pleurait pour obtenir ce qu'elle voulait, adulte, elle pleurait pour vider les poches de tout le monde, même de nos parents, surtout d'eux. Pour eux, elle était l'âme créative, un peu chaotique, comme le disait Véronica en riant mais avec de bonnes intentions. Pendant ce temps, j'étais trop sérieux, trop autoritaire, trop froid. Mais on devient froid quand l'amour vient avec des conditions. J'ai cessé d'assister aux dîners familiaux depuis des mois, non pas parce que je ne voulais pas les voir, mais parce que je ne pouvais plus continuer à jouer un rôle. Chaque conversation devenait un piège émotionnel sur l'argent, tu es le stable, elle traverse une période difficile, tu sais qu'elle a une âme délicate, pourquoi dois-tu toujours être si difficile? La vérité, c'est que j'étais fatigué, fatigué de tout payer, fatigué d'être le seul adulte dans la pièce, fatigué de me réveiller chaque jour dans un appartement que je payais juste pour qu'on me dise que j'étais un fardeau. Le moment où quelque chose s'est brisé en moi a eu lieu 3 semaines avant Noël. Nous étions dans le salon, je venais de terminer un service de 12 heures, et j'avais apporté à manger pour nous deux. J'ai déposé le sac sur la table, Esther n'a même pas levé les yeux de son téléphone. « Tu peux me faire un virement pour ma part du dîner ?» a-t-elle demandé d'un ton désinvolte. J'ai cligné des yeux. « Tu veux dire le dîner que j'ai acheté avec ma carte, avec mon argent, alors que tu n'as pas payé de loyer depuis 3 mois ?» Elle a haussé les épaules, ses pouces continuant à danser sur l'écran. « Oui,
Mais c'est toi qui as décidé de le faire. Je ne te l'ai pas demandé. Tu me l'as demandé tout au long de l'année, ai-je rétorqué finalement, en la regardant. Eh bien, personne ne t'a obligé, dit-elle. Alors, j'ai compris. Elle ne s'était jamais sentie coupable une seule fois. Elle ne m'utilisait pas par désespoir, elle m'utilisait parce que je le permettais. Une semaine plus tard, j'ai vu le relevé de sa carte de crédit. Pas la mienne, la sienne. Oh, ce qui aurait dû être la sienne. Le seul problème? Le relevé était à mon nom. Assis au bord du lit, le cœur battant la chamade, je scrutais le solde, 638,72 € avec des dépenses chez Primor, MediaMarkt, El Corte Inglés, un spa, une réservation pour un tatouage. J'ai appelé la compagnie qui a confirmé que le compte avait été ouvert avec mon numéro d'identification et mon adresse email. Elle avait volé mon identité. Je ne l'ai même pas confronté tout de suite, je suis resté silencieux, observant, traçant des captures d'écran, la voyant se pavaner dans l'appartement avec des chaussures neuves et une Apple Watch, riant dans un appel vidéo avec ses amis, parlant de son « idiot de frère », comme si je n'étais pas à 1 mètre d'elle. Je pensais attendre jusqu'à la nouvelle année pour lui en parler, peut-être jusqu'en février, laisser la douleur s'accumuler, mais ensuite Noël est arrivé. Et le message de Raphaël, merci d'exister. Ne viens pas, et Esther, cette nuit-là, en buvant du vin, a dit en souriant de manière désinvolte, je veux dire, tu ne peux pas t'attendre à ce qu'on te considère comme de la famille si tu te comportes comme un locataire. Tu n'appartiens pas ici. Alors, j'ai changé les serrures. Je lui ai laissé les cadeaux que j'avais initialement prévus pour elle, parce que je ne suis pas cruel, et j'ai ajouté un autre cadeau, la seconde boîte contenait une copie du relevé de la carte de crédit à son nom écrit au marqueur rouge, avec une clé USB contenant des enregistrements audio, des conversations où elle se vantait devant ses amis, l'une d'elles disant, franchement, il le mérite. C'est comme une banque sans frais de découvert. Pourquoi ne pas en profiter? La boîte tremblait légèrement à cause du téléphone que j'avais caché à l'intérieur, le mien, réglé sur vibreur, bourdonnant sans arrêt avec une alarme programmée, je voulais qu'elle ressente ce que j'avais ressenti pendant toute l'année, la confusion, l'instabilité, le tremblement. Je me trouvais dans la cuisine à réchauffer des restes quand les coups ont commencé. Ce n'était pas de simples frappements, mais des coups comme si quelqu'un voulait défoncer la porte. Je n'étais pas surpris. Ce qui m'a étonné, c'est à quel point je me sentais calme. J'ai ouvert la porte lentement. Elle était là, les cheveux en désordre, l'eyeliner coulant, la rage sur son visage. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle crié en levant la boîte argentée qui continuait de bouger comme une bombe. J'ai incliné la tête. Un cadeau de Noël. Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Elle a ouvert la boîte, la bouche grande ouverte puis fermée. Tu devrais, dis-je en m'écartant. Entre, puisque tu n'as pas de clé. Elle est entrée furieuse, laissant la boîte tomber sur la table basse. Le ruban était à moitié défait, elle a arraché le couvercle, se retrouvant face à un silence dont l'intérieur était parfaitement ordonné, une collection de captures d'écran de ses conversations où elle m'appelait parasite, et une feuille de paix avec le mot « remboursement ». Étiqueté comme pour papa, lisant, lis cela si tu as encore un peu de colonne vertébrale. Une note autocollante soigneusement pliée contenait une seule phrase, ton contrat est terminé, émotionnellement et dans tous les sens. Elle s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés. Tu n'as pas de cœur. Non, je dis juste que j'en ai assez. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné, un appel de Raphaël. J'ai répondu en mode haut-parleur. Fils, que se passe-t-il? Ta sœur nous a montré ce que tu lui as laissé. C'était cruel. Que s'est-il passé avec la famille? J'ai laissé échapper un rire amer. Tu veux dire la famille qui m'a dit de ne pas venir à Noël? Ce n'était pas à cause de toi, a-t-il répliqué. Tu es devenu froid, tu t'isoles. Oui, mais tu m'as dit de ne pas venir, les jeux interrompus. Et devine quoi, je t'ai écouté. Esther a arraché le téléphone de mes mains. Papa, il est complètement devenu fou. Il a changé les serrures, il me harcèle, il m'a piégé. Oh, s'il te plaît, ai-je dit en reprenant le téléphone. Pourquoi ne lui dis-tu pas ce qu'il y a réellement dans cette boîte? Il y eut une pause. Papa, continuai-je d'une voix ferme. Sais-tu qui a utilisé mon nom pour ouvrir des comptes de crédit? Sais-tu qui doit 638,72 € sous mon identité? Silence. Puis Raphaël parla, c'est vrai. Non, cria Esther.
Il invente tout. Il veut juste attirer l'attention. Alors pourquoi Keza Madrid a-t-elle son adresse email liée à un compte sous mon numéro d'identification, demandai-je. Pourquoi y a-t-il des reçus de magasins où elle fait ses courses à mon nom? Pas de réponse. Et le meilleur, poursuivis-je en me dirigeant vers l'étagère et en sortant un petit haut-parleur noir. Je l'ai mis en marche. Sa voix a rempli la pièce, claire comme de l'eau, c'est si facile de manipuler, elle se sent toujours coupable. Je pourrais brûler l'appartement qu'elle continuerait de payer ma facture de téléphone. Son visage a perdu toute couleur. Ça, c'est sorti de son contexte, c'est sûr. Ah ouais? Et dans quel contexte dit-on qu'elle mérite de souffrir? Raphaël est resté silencieux, elle aussi. Le monde entier semblait s'être figé, puis un coup léger et inattendu résonna. En ouvrant la porte, je vis Véronica et, derrière elle, Thomas, l'ex de Esther. « Que faites-vous ici ?» commença Esther. « J'ai besoin de vous parler, » dit Thomas, le visage tendu, mais pas par peur, par rage. « Je viens d'apprendre, » dit-il en me regardant droit dans les yeux, « que quelqu'un utilise aussi mon nom pour des commandes passées le mois dernier, une réservation d'hôtel à mon nom. Aujourd'hui, ils m'ont appelé pour réclamer le paiement. » Elle se tourna vers Esther. « C'était toi. » Esther ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit à nouveau. « Pourquoi ferais-je cela ?» Thomas baissa les yeux vers la boîte sur la table, vers la clé USB, les captures d'écran imprimées, le haut-parleur qui brillait toujours en rouge. « Je pense que tu devrais partir, » dit-il. « Quoi » s'exclama-t-elle. « Je reste ici. » Thomas entra, et ma mâchoire se serra. « Ici, c'est-à-dire, » dit-il en me regardant. « Si tu me laisses rester quelques jours, je crois qu'on a tous les deux été victimes de la même personne, et peut-être qu'il est temps de ne plus jouer son jeu. » Esther cligna des yeux comme si elle avait reçu une gifle. « Tu es en train de te ranger de son côté ? » « J'en ai assez de me ranger du côté des menteurs, » répondit Thomas. Elle resta immobile, pour la première fois de sa vie, sans script, sans larmes feintes, sans personne à manipuler, juste un silence lourd. « Ne t'inquiète pas, » dis-je en lui lançant son manteau depuis la chaise. « Tes affaires sont dans le couloir, juste à côté de la poubelle. Tu peux deviner laquelle est laquelle ? » Elle s'en alla, sans menace, sans culpabilité, juste le son de ses pas s'éloignant dans le couloir et la porte de l'ascenseur se fermant. Le lendemain matin, après le départ d'Esther, le silence dans mon appartement ne semblait plus vide, il semblait mérité. Je me tenais dans la cuisine, une tasse de café réchauffée à la main, regardant la vapeur s'élever lentement. J'attendais de ressentir de la culpabilité, peut-être des regrets, mais il n'y avait rien de tout cela, aucune pression dans ma poitrine, aucun doute, juste la paix. Thomas dormait encore sur le canapé, ronflant doucement sous la couverture que je lui avais lancée la nuit précédente. Il n'a pas beaucoup parlé après le départ d'Esther, il acquiesça simplement, murmura un mot, puis se rendormit. Quand il se réveilla, il vit mon ordinateur portable ouvert sur la table et leva un sourcil. « Tu travailles déjà ? Je récupère mon argent. » Il se redressa, se frottant le visage. « Que vas-tu faire, porter plainte ? » Plus que ça, répondis-je en tournant l'écran vers lui. Ceci va être officiel. J'avais déjà commencé à rassembler des preuves la nuit où Esther était partie. J'avais des dossiers physiques remplis de documents, des captures d'écran des relevés bancaires, des enregistrements de connexion par IP, l'historique de mon compte bancaire, et même des reçus pour chaque achat fait à mon nom. J'ai déposé une plainte formelle pour vol d'identité auprès de la police nationale et ouvert des dossiers dans toutes les entités financières concernées. Keza Madrid a été la première à répondre, ils ont bloqué le compte et ouvert une enquête complète pour fraude. Le vendredi, mon téléphone a vibré avec un email de confirmation, votre remboursement a été approuvé, 638,72 € de retour sur mon compte. Je me suis affaissé dans ma chaise, exhalant pour la première fois en plusieurs jours. Mais ce n'était pas fini. 18 mois à payer pour 2 personnes, loyer 950 € par mois, charge 180 € en moyenne, course 400 €, ces urgences aléatoires entre 100 et 500 €, parfois plus. Je faisais défiler les chiffres jusqu'à ce que je arrive à la fin du tableau. Mon estomac se retourna, 17 892 €. Sans compter les dommages émotionnels, sans compter les semaines où je sautais des repas ou faisais des quarts doubles juste pour nous maintenir à flot. J'ai fait des captures d'écran, les ai sauvegardées sur une clé USB, et j'ai appelé un avocat. Étape 3, la plainte. Je ne suis pas ici simplement parce qu'elle a utilisé ma carte de crédit, lui dis-je.
Je veux une compensation. Elle a vécu de moi pendant plus d'1 an, et mes parents ont laissé faire cela. C'était un homme avisé, portant des chaussures coûteuses et souriant comme s'il avait déjà gagné. As-tu des preuves, demanda-t-il, alors que je glissais la clé USB sur la table. Il la connecta, fit un clic, et scruta les documents. Ses yeux s'ouvrirent en grand. Tu as tout documenté, chaque euro, et tes parents m'ont mis en tant que titulaire sur les contrats de fourniture sans mon accord. J'ai trouvé les documents. Il a sifflé doucement. Ce n'est pas seulement du vol d'identité, c'est de l'exploitation financière à long terme. Alors, nous avons un cas. Oh, dit-il en s'appuyant en arrière, nous avons un cas très public. Étape 4, l'explosion. 3 semaines plus tard, un mercredi après-midi pluvieux, 3 lettres recommandées arrivèrent à l'adresse de mes parents, une pour Esther, une pour Véronica, une pour Raphaël, toutes du cabinet Serrano et Nieto. 20 minutes plus tard, mon téléphone sonna. Identifiant, maman. Que fais-tu, interrogeai-je. Tu nous poursuis après tout ce que nous avons fait pour toi. Ce que vous m'avez fait, corrigeai-je. Ne déforme pas les choses. Nous sommes ta famille. Vous étiez aussi co-titulaire de 2 contrats de fourniture et vous m'avez ajouté à un 3e sans permission. C'est de la fraude. Ce n'était que de la paperasse, c'était du vol. Vous exagérez tout. Vous m'avez dit de ne pas venir à Noël. La ligne resta silencieuse, puis sa voix, plus douce, reprit, nous t'avons élevé, nous t'avons laissé rester ici quand tu en avais besoin. J'ai tout payé. Je ne me suis jamais senti chez moi. Je vous ai maintenu. C'est différent. Étape 5, l'allié. 3 jours plus tard, ma grand-mère m'appela. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis des mois, pas depuis qu'Esther m'avait dit, Emilia en a assez de tes drames. Ne l'appelle plus. Mais maintenant, sa voix était ferme. J'ai vu la plainte, dit-elle, et vu le relevé bancaire. Mon cœur s'arrêta. As-tu vu le bon, soupira-t-elle. Ton père a retiré plus de 9 000 € d'une prime d'épargne que j'avais créée à ton nom. Il l'a utilisée pour payer la vieille voiture d'Esther. Je m'assis d'un coup. Tu ne le savais pas? Demanda-t-elle. Je ne savais pas que ce bon existait. Eh bien, il n'existe plus. J'ai bloqué ce qu'il en restait et déplacé le compte. Il est à toi à nouveau, là où il aurait toujours dû être. Je ne savais pas quoi dire. Elle ajouta, j'ai aussi réécrit mon testament. Quand le moment viendra, tu hériteras de ma maison. Je sais que tu feras ce qu'il faut. Je clignai des yeux. Emilia, pourquoi? Parce que tu es le seul qui n'a jamais rien demandé, et le seul qui a gardé les reçus. Le jour de l'audience, Esther entra habillée de manière exagérée, comme si elle auditionnait pour susciter la pitié. Véronica était en noir, et Raphaël ne me regardait même pas dans les yeux. Mon avocat a tout exposé, page après page, des relevés bancaires, des enregistrements audio, des messages textes, des fraudes bancaires, un abus de pouvoirs notariaux, des comptes fictifs, des violations de primes d'épargne. Esther tenta de pleurer. Véronica plaida pour une fusion précoce. Raphaël avait l'air épuisé. Mais la juge n'était pas fatiguée. Est-il vrai que vous avez inscrit le nom de votre fils sur des documents financiers sans son consentement? Demandait-elle à ma mère. Je veux dire, c'était la famille. Oui ou non? Silence. Oui, murmura-t-elle enfin. Le verdict arriva rapidement, 13 000 € en réparation, annulation de toutes les dettes frauduleuses, frais de justice couverts, et un avertissement formel inscrit dans leurs antécédents. Scène post-générique. 2 semaines plus tard, je reçus une lettre écrite à la main, sans expéditeur. Je reconnus l'écriture d'Esther. Heureuse maintenant? Tu as bien marqué ton point. À l'intérieur, pliée en 2, se trouvait une photo de nous 2 enfants, assis sous un arbre de Noël. Je regardais nos visages, ses petites mains s'accrochant à moi comme si j'étais la seule chose qui la maintenait en équilibre. Je pris un stylo et, au dos, écrivis une seule ligne, tu as lâché prise en premier. Puis je brûlai la photo. C'est curieux comme le silence résonne quand on l'a mérité. 3 mois après le verdict judiciaire, je n'avais reçu aucune nouvelle de mes parents, pas de message, pas d'appel, même pas de carte pour mon anniversaire. Et tu sais quoi? C'était mieux ainsi. Je n'avais plus à me justifier, plus à prouver que je n'étais pas une déception. Fini de dire, tu dois comprendre à quel point ta sœur a des difficultés.
Non, plus, tu es le soutien, on a besoin de toi. Ma vie appartenait enfin à moi. Je restais dans le même appartement, mais pour la première fois, il se sentait vraiment à moi. C'était ce genre d'endroit où j'ouvrais le réfrigérateur et tout ce qu'il contenait m'appartenait, pas à quelqu'un qui m'appelait occupant dans le dos. C'était un endroit où l'air était immobile, pas chargé de tension, où personne ne laissait des notes passives-agressives sur des achats non remboursés, où personne ne bloquait l'évier. Les mêmes murs, le même canapé, la même vue par la fenêtre, mais ce silence, ça, c'était complètement nouveau. Une paix inconnue, tranquille, puissante. Le coût de tout cela? Parfois, les gens me demandent, n'a-t-il pas été difficile? N'a-t-il pas été cruel de couper tout lien avec ta famille? Et ma réponse est toujours la même, c'était nécessaire. J'ai passé tant d'années à me recroqueviller pour m'adapter à leur confort, à sourire devant les insultes, à écrire des chèques à la place de fixer des limites, laissant les gens me traiter d'égoïste pour ne pas tout leur donner alors qu'ils ne me donnaient que des reproches. La véritable cruauté, c'était les années où je laissais cela se produire. Quand j'ai enfin cessé d'être le fils obéissant et le frère généreux, j'ai vu la vérité, ils ne me manquaient pas, ils s'ennuyaient de ce que je leur apportais. Un message. Une après-midi de mai, j'ouvris mon email et vis un message d'un homme que je ne reconnaissais pas. Sujet, ta sœur ne va pas bien. C'était d'une femme nommée Lorena, apparemment une vieille amie d'Esther. Le message était court et froid, elle va de canapé en canapé, elle a encore perdu son emploi et dit que tu as ruiné sa vie. Je pensais que tu souhaiterais le savoir. Je restais à fixer l'écran pendant un long moment, puis je cliquais sur supprimer. Pas parce que cela ne m'importait pas, mais parce que prendre soin de quelqu'un ne signifie pas revenir en arrière. Le dernier confrontation. Un jour, je croisai Raphaël dans une station-service Repsol. Nos regards se rencontrèrent, chacun de notre côté du distributeur. Il semblait plus vieux, plus petit, comme quelqu'un qui avait enfin épuisé ses excuses. Il s'approcha lentement, non pas avec rage, mais avec une étrange forme de honte. « Tu as l'air bien, dit-il. »« Je sais, répondis-je. » Il baissa les yeux. « Ta mère est toujours fâchée, tu sais. » Je restai silencieux. « Elle dit que tu as ruiné Noël. » Je levai un sourcil. « Curieux, non ? Elle a commencé en disant de ne pas venir. J'ai juste obéi. » Il soupira. « Les familles se disputent, fils. » Non, dis-je. Les familles se battent les unes pour les autres. Tu as lutté pour Esther, mais tu n'as jamais lutté pour moi. Il resta silencieux, attendant que je lui trouve un moyen de revenir. Je ne le fis pas. Je montai dans ma voiture et partis. C'était comme une paix. Ce n'était pas une vengeance, mais une liberté. Laissez-moi clarifier quelque chose, ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas un châtiment. Ce n'était pas une croisade pour prouver que j'avais raison, même si j'avais raison. Il s'agissait de lâcher prise, de laisser derrière moi un système où l'amour signifiait des transactions, de relâcher la culpabilité qui ne m'appartenait pas, de me libérer de cette version de moi-même qui suppliait d'être vue, entendue, valorisée. Je ne me proposais pas de détruire ma famille, je venais simplement de cesser de me détruire pour les protéger. Des gens comme Esther, qui prennent la culpabilité et retournent tout. Ils survivent parce que d'autres continuent d'absorber l'impact. J'ai cessé d'absorber, et toute la machine s'est effondrée, non pas parce que je l'avais ruinée, mais parce que je suis parti. Et pour la première fois réelle, au plus profond de mon âme, je me sentis vivant. La clôture inattendue. Il y a 2 semaines, je reçus un paquet sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait une simple enveloppe avec, à l'intérieur, une seule photographie. C'était moi avec Noah, la fille d'Esther, prise il y a des années. Elle avait environ 4 ans, assise sur mes épaules, riant, me tenant le visage dans ses petites mains. Au dos de la photo, écrit d'une main tremblante et inconnue, il y avait ces mots, « Je suis désolé pour comment ta mère t'a traité. Merci pour tout, Noah. » Je restai à contempler ces mots jusqu'à ce que mes yeux s'embuent. Je ne sais toujours pas comment elle a réussi à obtenir mon adresse, peut-être ma grand-mère, peut-être le destin. Mais cette note a tout rendu valable. Je garde cette photo maintenant dans le tiroir de mon bureau, non pas parce que je suis attaché au passé, mais pour me rappeler quelque chose d'important, s'éloigner ne signifie pas cesser d'aimer. Cela signifie que l'on commence à s'aimer soi-même davantage. Et ça, ce n'est pas de la vengeance. C'est de la liberté.